Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Enchantée, je m'appelle Rive, j'ai 20 ans, je suis peintre, performeur, j'écris, en tout cas j'expérimente dans le champ de l'art. Et que dire? C'est quoi performeur? Performeur, c'est quelqu'un qui fait des performances artistiques. Mais ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi? Une performance artistique, c'est quand l'œuvre d'art, c'est une expérience en elle-même. C'est-à-dire qu'il n'en reste rien après, et les modalités de production de sens sont le lieu où c'est fait, les modèles qui sont utilisés, etc. Euh, je prends souvent l'exemple Marina Abramovic pour expliquer ce que c'est une performance. Marina Abramovic, c'est donc une artiste performeur qui peut pas vendre ses productions dans la mesure où ses productions, c'est l'action en elle-même. Et c'est ça qui fait l'œuvre d'art. C'est... Mais comment on vit de son art quand on peut pas le vendre? Alors, c'est pour ça... Alors, Marina Abramovic, entre autres, c'est du sponsoring, des résidences, des conférences, énormément de choses. Après, Marina Abramovic, c'est genre la resta de la performance artistique, donc c'est un mauvais exemple. La majorité des performeurs gagnent pas leur vie comme ça. Moi, je fais pas que ça. Donc, comment on gagne sa vie? On gagne sa vie avec des trucs à droite à gauche, en vendant des peintures. Moi, en ce qui me concerne, je fais de la DA à côté aussi, surtout en photo. J'écris, je fais de l'illustration. C'est comme ça qu'on gagne sa vie de manière générale. Puis, enfin, c'est vrai que c'est compliqué de faire que de la performance. Puis, finalement, aujourd'hui, euh, dans ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui, c'est un petit peu bête de se limiter à un seul médium et donc de faire que de la performance ou que de la photo ou que de l'install. L'idée, c'est d'aller toucher à plusieurs médiums. Donc, effectivement, les artistes performeurs, généralement, ils gagnent leur vie pas avec de la performance ou grâce à des sponsorings. Ça me pose une question à performance parce que j'en ai déjà un peu parlé ici et j'ai déjà vu ça dans le monde de l'art, notamment Marina. Marina, ouais. J'ai déjà vu ce qu'elle faisait. Et euh, est-ce que forcément, quand on performe, on veut véhiculer un message? Ça me Euh, paraît être beaucoup ça. Je me trompe ou pas? alors, il y a, dans tous les cas, quand on essaie de créer quelque chose d'artistique et qu'on essaie d'avoir une production artistique, on veut véhiculer un message. La question, c'est est-ce que la performance est toujours militant? Pas tout le temps. En ce qui me concerne, oui. C'est souvent militant. Il y a souvent des messages sociaux sous-jacents. Après, bon, pour rester sur Marina Abramovic, elle a déjà fait des performances artistiques qui, oui, avaient un message, mais qui n'étaient pas politiques. Je pense à une performance qui s'appelle Rythme Zéro, avec Ouley, qui était donc son ex-mari, où, en gros, concrètement, ils sont dans un musée, ils sont en suspension l'un l'autre, un petit peu comme les figures d'Acrosport, tu sais, à Ouais, l'ancienne, quand on se suspendait Enfin, voilà, ils sont en équilibre, et en gros, ils se tiennent par un arc qui est ouais, planté sur le plexus de Marina. j'ai vu ça là. Là, il y a un message qui est hyper émouvant parce que ça parle d'amour, ça parle de relations humaines et c'est hyper fort comme image. Après, il n'y a pas de message politique. Effectivement, la performance, c'est par contre un très bon médium pour passer des messages politiques parce que souvent c'est choquant. Alors, c'est quoi la différence entre la performance artistique, artistico-politique, je Ouais. dirais, et juste le happening politique? Alors, là, il y a débat. Moi, de ce que je comprends et de mon interprétation des choses, le happening, la différence, elle est juste toute bête. Le happening, il reste quelque chose à la fin. La performance, c'est complètement éphémère. Et en fait, pour moi, Yves Klein fait des happenings parce que Yves Klein, il va faire des actions qui vont mener à des toiles. Par exemple, quand les femmes, elles se collent aux toiles là, chez Yves Klein, à la fin, il reste une toile, il reste un objet d'art concret qu'on peut exposer dans un musée. Marina, elle fait des performances, à la fin, il n'y a rien à part des preuves vidéo. Et il n'y a rien à part l'expérience des spectateurs qui ont vécu la scène. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pour moi, c'est ça la différence. Après, bon, ça dépend des interprétations et Du coup, des... toi, dans ta volonté, il y a toujours la volonté qu'il y a rien, il reste rien à la fin de ta performance.
Alors, c'est pas une volonté, dans la mesure où peut-être que plus loin dans ma carrière, je vais finir par faire des happenings. Très certainement, ça va arriver. Pour le moment, là, les messages que j'ai voulu faire passer via mes performances, c'était important qu'il y ait des traces, que vidéo ou photo, et que ce soit hyper éphémère. Ok. Depuis quand tu fais ça? Depuis quand j'expérimente dans le champ de l'art? Depuis quand tu fais de l'art tout court? Est-ce que je fais de l'art? C'est toute la question. Non, Tu sais que j'en ai discuté il y a 2-3 jours là, dans le podcast avec quelqu'un qui avait un peu cet avis de rien n'est art. Et du coup, on avait un débat sur qu'est-ce qui est art ou pas. Alors, rien n'est art, tout est art. Moi, je suis peut-être à l'inverse, tout est art. Donc, j'ai pas la. En fait, tu sais, il y a plein de philosophes qui ont essayé de définir ce que c'était l'art. Moi, je sais pas. J'ai pas la prétention de dire que je fais de l'art, et je pense que c'est pas à moi de dire que je suis artiste. C'est aux gens qui sont confrontés à ma production artistique de dire, ok, ça c'est de l'art et elle est artiste. C'est en fait plus l'impact que ma production a sur les gens qui fera de moi une artiste ou pas, à mon sens. Alors, depuis quand je fais de l'art, je sais pas si je fais de l'art. Tu sais pas si tu fais de l'art. Non. Peut-être que juste je fais des trucs, tu Alors, connais. depuis quand tu crées? Depuis quand je crée, waouh, Ton premier souvenir, le plus lointain soit-il, de création? j'ai toujours dessiné à titre personnel. Après, on se le disait hors caméra, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc c'est une forme de création aussi. Mhm. Euh, et sinon, je me suis vraiment professionnalisée il y a 2-3 ans, il y a 2 ans presque, en me disant, en fait, il y a 2 ans, j'ai réalisé, notamment après une performance qui avait eu lieu le 8 mars, place de la République, et qui avait eu un retentissement auquel je m'attendais pas, parce que moi, j'y suis un peu allée à la one again, en mode militante. Et au final, bon, il y a eu des parutions presse, j'ai commencé à recevoir des mails de galeries, j'ai eu des très bons retours sur mon travail. Là, je me suis dit, vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ok, il n'y a plus le choix. Ça, c'est ton métier, et c'est ta raison de vivre. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus possible de m'imaginer sans ça, sans ma création artistique. Quand je dis c'est ma raison de vivre, ça paraît un peu too much, en mode, tu vois ce que je veux dire? Drama queen? Non, non. Genre, Non, mais en vrai, je pose souvent cette question, est-ce que c'est vital pour les artistes? Pour les créatifs au sens général, parce qu'ici on reçoit tout type de créatifs, et souvent ils me répondent que ouais, tu vois, il y a un truc dans la création qui est de l'ordre, pour faire un peu de psychologie, de l'élan vital presque, tu vois. Et en plus, comment dire, c'est hors, tu crées même sans y penser au final, tu vois, et du coup tu le fais parce que c'est comme ça. C'est un truc, un espèce d'acte automatique, mm, mais qui est pas automatisé, mais un espèce d'acte automatique, tu vois. Donc je comprends tout à fait. Et ouais, moi je le vois un peu, finalement, genre, honnêtement, c'est bizarre à dire, hein, mais si j'avais pu avoir le choix euh, d'avoir quelque chose en moi qui m'aurait amené vers un métier plus simple, où on gagne plus de manière plus régulière sa vie, où c'est moins la galère, où il faut moins bosser, parce qu'être artiste, c'est être indépendant, c'est être auto-entrepreneur, tu vois ce que je veux dire? C'est énormément de taf, putain, j'aurais préféré être comptable. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'aurais pas préféré être comptable. Mais tu vois, j'aurais aimé peut-être avoir une passion qui est plus simple. Et en fait, la production artistique et la création, ça agit un peu sur moi comme une force coercitive. Tu vois ce que je veux dire? Si je sors pas ce qu'il y a là, ce que j'ai dans la tête, je pète un câble. Vraiment. J'ai essayé, hein. Enfin, j'ai essayé. Il y a eu des périodes où, pour X ou Y raison, j'ai arrêté de produire. Et ça a jamais duré plus de 2 semaines, parce que je pète un plomb, quoi. Ça veut dire que même si demain tu ferais plus de ton métier l'art, c'est-à-dire que Mm. tu vendrais plus ton art pour vivre, tu continuerais quand même à à produire des œuvres. Mon métier, c'est l'art. Il y aura pas demain, ton métier, c'est plus l'art. Peut-être que demain, effectivement, en fait, toute ma vie, genre, tourne autour de ma démarche artistique. Et ma démarche artistique, c'est ma démarche en tant qu'humain. Genre, c'est ce qui fait que je suis là sur Terre et pourquoi j'évolue ainsi. Donc, si demain, à un moment, la question s'est posée, est-ce que j'avais envie d'être designer? Notamment pour si j'ai
il était question que j'aille aux Arts Déco peut-être. Donc voilà. Même si j'avais été designer, mon travail en tant que designer aurait fait partie de ma démarche artistique. Donc j'aurais pas arrêté de produire. Demain, je sais pas, je me mets dans un projet curatorial et je crée pas directement ce qui est exposé dans les musées, mais justement c'est moi qui fais les expos. Cette démarche-là, de cette période de ma vie où je vais pas être en création, mais je vais être en train de relayer l'art de quelqu'un d'autre, va faire partie de ma démarche artistique au bout du compte, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc il y aura pas de demain je fais un métier normal. Non, C'est pas possible. c'est impossible. Je comprends tout à fait parce que c'est hyper dur quand t'es dans une démarche qui est pleinement celle-ci de changer de voix ou d'accepter que c'est pas possible. Parce que il y a aussi des moments où, pour en avoir parlé ici avec des artistes en plus, qui me disaient qu'il y a des moments où tu remets en question, mais parce que la réalité de la vie rattrape et que t'arrives pas à en vivre forcément comme il faut, que t'as des enfants, t'as une famille, t'as des trucs à gérer, enfin, tu vois. Et que du coup, c'est dur, mais que parfois, il faut se faire violence et peut-être arrêter, tu vois. Ou en tout cas, j'en ai parlé avec des gens qui y pensaient peut-être plus tard si ça venait à pas bien se développer comme il faut. Mais tous sont d'accord pour dire, et moi le premier en tant qu'artiste, que ça peut pas te quitter. Ça te quitte pas. C'est impossible. Après moi, mon grand rêve secret, c'est quand j'aurai fait ce que j'ai à faire dans le champ de l'art et quand je serai allée au bout de ma démarche artistique, si un jour j'arrive au bout, euh, peut-être je serai fleuriste. Tu vois ce que je veux dire? J'adore. Mais ça, ce sera quand j'aurai tout donné. Et c'est loin d'être le cas. Et je suis pas sûre que ce soit même pas plus que le travail d'une vie. Évidemment. Mais du coup, c'est quoi ta démarche? Ma démarche artistique, en fait, moi je bosse surtout autour du corps. Tu me diras, tout le monde bosse autour du corps et j'en conviens. Il y a énormément de gens qui bossent autour de la question du corps. Moi, les questions que je pose, c'est plus des questions de l'ordre de l'intimité. Où sont les frontières de l'indécence, de la pudeur et comment on peut... Enfin, j'interroge plutôt le rapport à l'autre et le rapport au monde extérieur. Et pour ça, je m'intéresse en ce moment au corps parce que on part dans des explications un peu, il faut s'accrocher. En phénoménologie de l'intimité, donc un pan de la philo, on s'applique à distinguer 3 formes d'intimité. L'intimité existentielle, c'est l'intimité, c'est ton intimité par rapport aux choses, c'est ton intimité que tu peux avoir avec autrui, la relation que tu entretiens avec ton monde extérieur. L'intimité psychique, c'est une autre forme d'intimité et c'est toi, c'est le cogito de Descartes si tu préfères, ou le moi profond de Bergson. Pour ceux qui ont fait de la philo, bon courage. Allez sur Wikipédia, Bergson et Descartes, vous verrez. Non, c'est hyper intéressant, aller sur Wikipédia. Non, mais je vais essayer d'être hyper claire. En gros, c'est l'intimité psychique, c'est ce que tu ressens toi, c'est tes sens, ta perception du monde, c'est toi, ce que t'es toi, au fond. Pas ce que t'es toi par rapport aux autres, ce que t'es toi, toi. Tes pulsions, les plus animales, tout ce que tu Quand dois tu te cacher. parles à toi-même, en gros, et qu'il n'y a personne autour de toi. Exactement. Et le troisième type d'intimité, c'est l'intimité donc physique, donc le corps. Et pourquoi c'est intéressant de travailler sur le corps? Parce que le corps, justement, c'est pile au point de contact entre l'intimité existentielle et l'intimité psychique. Dans la mesure où le corps, c'est quelque chose qui t'est extérieur, puisque c'est accessible au regard des autres. En cela, ça ne t'appartient presque plus, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, d'un point de vue culturel, on vit dans des sociétés où justement ton corps, tu dois le soustraire au regard des autres. Parce que c'est censé t'appartenir. C'est pas du tout clair ce que je raconte, je crois. Si. En tout cas, ça l'est pour moi. J'espère que ça serait clair pour tout le monde, mais ça l'est pour moi, vraiment. Mais du coup, voilà, en ce moment, je travaille sur le corps et parce que je m'intéresse à la peau, à... Mais tu travailles dessus. Mais la démarche, la recherche dans ce travail-là, elle veut atteindre quel but et quel point? J'y viens... Je vais encore citer des auteurs, je vais passer pour une meuf qui fait du name dropping toutes les 2 minutes. Hein. Je suis navrée, mais en gros, il y a eu une grosse révolution dans ma life. C'est Albert Camus. Vraiment. On se comprend. Il y a un avant et un après. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et en fait, ma démarche artistique et ma démarche en tant qu'humain, elle découle de cette découverte d'Albert Camus parce que Albert Camus, tu sais, dans ses essais, au début, il t'explique le choc de l'absurdité. Donc, c'est le moment où dans ta vie, tu te rends compte que
la vérité n'existe pas, que ton existence est vaine, que c'est le mythe de Sisyphe, tu vois ce que je veux dire? Que si t'es là, c'est bien, si t'étais pas là, ce serait la même. Donc, et que, enfin, la justice n'existe pas, si tout existe, rien n'existe. Tous ces petits chocs d'absurdité où tu te dis, oh putain, je suis en train d'évoluer dans un chaos, mais monumental. Et cette angoisse-là de l'absurdité, Camus, il va après la transformer par un genre d'admiration de ce monde qui est chaotique et qui pourtant est tellement beau. Et c'est le fait qu'il soit chaotique qui le rend beau. Et à la fin de l'œuvre de Camus, tu tombes sur un bouquin qui est L'homme révolté, où il va répondre à il va t'expliquer comment t'es censé survivre dans un monde que tu sais absurde, une fois que t'as réalisé ça. Et en gros, t'as deux solutions quand tu as le choc de l'absurdité. T'as trois solutions, très exactement. T'as faire semblant que t'as pas compris et te mettre des œillères. T'as le suicide, pas cool, moyennement agréable comme solution, on s'entend. Et t'as te révolter. Parce que même si tu dois accepter ce monde qui est un joyeux bordel avec le plus de distance possible par rapport aux choses, et tu dois... Enfin, t'as le droit de te poser une limite, qui est ta limite en tant qu'humain. Et ta limite, ça va être ta raison de vivre. Et pour le citer, une bonne raison de vivre est aussi une excellente raison de mourir. Cool. Albert Camus, c'est hyper joyeux. Genre... et en gros, moi, ma limite, et donc ma démarche artistique, ma limite, c'est considérer les gens... Enfin, en gros, je ne supporte pas et je ne tolère pas qu'on considère les gens autre chose comme des individus dans leur entièreté. Ça veut dire on réduit pas les gens à leur sexe, on réduit pas leurs gens au genre, à une apparence, ou même on ne réduit même pas les gens à des actes qu'ils ont pu commettre. Et toute ma démarche artistique finalement, et même toutes les questions que je pose sur l'intime, la pudeur, etc., ça tourne autour de ça, parce que ça tourne autour de la question de l'enveloppe corporelle et donc de la réduction des individus à leur enveloppe corporelle. Et notamment, surtout dans L'homme révolté, Camus, il va t'expliquer comment t'es censé lutter, et pour moi, c'est les valeurs de base de ma démarche artistique, à savoir, on lutte avec pédagogie, on ne juge, on ne part pas du principe qu'on a raison, parce que la vérité, c'est une perception, donc tu peux pas affirmer que t'as raison. L'idée, c'est de semer des graines dans la tête des gens et qu'après, ces gens-là se posent des questions. Ok ? Ne jamais juger quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Donc, essayer de vulgariser le plus possible ce que tu as envie de dire pour toucher le plus de gens possible et surtout être dans une lutte non violente et dans la bienveillance et dans la compréhension d'autrui, parce que effectivement moi on peut vite fait dire que je suis féministe même si je me considère pas comme telle. L'idée c'est quelqu'un qui va avoir des propos sexistes devant moi, c'est pas de lui dire t'es un connard. Déjà parce que personne n'a jamais changé d'avis quand tu lui as dit que c'était un connard. C'est que peut-être, en fait, il a une histoire, t'es pas dans ses chaussures, il a une histoire qui fait qu'il est amené à penser ça. Alors oui, t'es pas d'accord avec lui, mais bon, l'idée, c'est d'essayer de lui faire comprendre des choses ou de semer des graines dans sa tête sans le juger pour autant pour ce qu'il a pu dire ou penser. Et du coup, avec ton travail artistique, c'est ce que tu essaies de faire, semer des graines C'est ça. un peu par-ci. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire que toute ta démarche ad vitam aeternam, à vie, elle ira dans ce sens-là et elle se basera sur le travail des corps aussi? Je pense pas que je vais travailler toute ma vie sur le corps, même si effectivement là, enfin, c'est un sujet qui est tellement vaste et c'est quelque chose qui me touche tellement que, bon, on est bien parti pour en parler pendant longtemps en ce qui me concerne, mais je pense que cette démarche-là de réduction des individus, enfin d'essayer d'empêcher la réduction des individus et de le faire avec bienveillance et pédagogie, ça restera toute ma vie. Après, ne jamais dire jamais, hein, mais ça restera toute ma vie. Est-ce que ma démarche artistique, dans comment elle se concrétise à l'heure actuelle, à savoir par de la peinture, de la performance, etc., elle va rester comme ça toute ma vie? Je pense pas, et honnêtement, j'espère pas, parce que c'est aussi le propre d'un artiste de se renouveler le plus possible et de se remettre en question. Et j'espère avoir des chocs de remise en question à d'autres moments dans ma vie, parce que ça fera juste de moi quelqu'un de plus riche en tant qu'humain, quoi. Je comprends. Comment dire, tu travailles là-dessus dans toutes tes formes d'art. Parce que là, tu t'as parlé de la performance
et du corps, est-ce que ça se traduit aussi dans la peinture et aussi dans l'écriture? Alors, oui, enfin, oui et non. Dans l'écriture, et encore une fois, comme je te disais hors caméra, là pour l'instant il n'y a rien qui est sorti, mais restez connectés. Ça va arriver très 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 prochainement, normalement en librairie. Donc, dans ce que je fais en écriture, je parle surtout de moi. C'est hyper hyper intime. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir des trucs et à assumer ce que j'écrivais parce que c'est vraiment genre, bah c'est mon intimité psychique, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment des trucs à la base qui étaient censés jamais être lus, ni par moi ni par quelqu'un d'autre. Donc ça parle du corps, mais ça De parle ton surtout corps, du coup. de mon corps et de mon rapport à l'autre. Ça parle pas d'un point de vue général. Après, je pense que c'est des thématiques dans lesquelles on peut se retrouver parce que notamment Soliloque, qui est donc l'ouvrage, le recueil qui va sortir très très prochainement. Soliloque, ça parle de solitude beaucoup. Beaucoup, beaucoup de solitude, et ça parle de thématiques de relations humaines que je pense on a à peu près tous vécues. Donc oui, ça parle de moi parce que c'est mon expérience. Après, je pense que, j'espère du moins, qu'on peut se reconnaître là-dedans. Et pour Mais dans l'instant, j'ai des bons quand on retours. met en parallèle ta démarche artistique que tu Mm, viens d'expliquer et ce qui va sortir là au niveau des écrits, mm. cette forme-là d'art, euh, est-ce que c'est vraiment dans la même démarche ou est-ce que juste l'écriture, c'était une forme de libération et tu as eu envie de te raconter et du coup tu t'es dit, j'ose sortir ça? Ce qui n'est pas du tout pareil au niveau créatif, tu vois. Alors oui, moi je l'intègre à ma démarche artistique parce que j'estime que ça rejoint plein de thématiques que j'aborde déjà. Après, effectivement, l'écriture, depuis le début, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourtant, c'est un exercice qui est difficile de trouver les mots, et surtout si ça parle de toi, tu vois ce que je veux dire, hein, d'un point de vue personnel. Mhm. Quand tu sors quelque chose et que tu sens que tu as trouvé les mots justes, ça fait du bien et ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Euh, donc, j'ai jamais eu envie de me raconter, mais je trouve ça important déjà parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, notamment, notamment quand je parle de viol. Et j'en parle pas directement, mais j'en parle, je le vois quand j'essaie d'en parler ouvertement, ça fait pas du bien, hein, mais j'essaie d'en parler ouvertement, ne serait-ce que pour voir la réaction de certaines meufs, ou mecs d'ailleurs, qui me disent pas forcément moi aussi ça m'est arrivé, mais qui me regardent juste. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et tu sais, et tu sais, que même s'il a pas vécu la même chose que toi, en vrai il a vécu la même chose que toi. Donc, Soliloque, ça rentre dans ma démarche artistique parce que je dévoile mon intimité la plus profonde, mon intimité psychique au grand jour. Et en cela, je pose la question de est-ce que ça m'appartient encore, sachant que je l'ai donné accessible à un public? Ou est-ce que maintenant, c'est plus mon intimité? Désolée, j'enlève ma veste. C'est plus mon intimité vu que je l'ai. Enfin, maintenant, ça appartient au public auquel je l'ai donné. Et il en fait ce qu'il veut et il l'interprète comme il veut. Mhm. Cette forme En fait, j'ai eu cette discussion aussi avec plein d'artistes que dans tous les cas, même quand tu penses pas parler de toi, tu libères un peu toi dans toutes les œuvres. Moi qui écris pas du tout sur moi et qui dévoile pas du tout mon intimité, et je pense que c'est un truc que je ferais pas, ou peut-être pas beaucoup. La vie est encore longue, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas ma démarche, moi. Et j'ai une démarche forcément artistique, mais je me servirai jamais de ce médium-là de me raconter pour y faire état, tu vois. Euh, Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme, c'est une question un peu piquante, tu vois. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de facilité de s'introduire dans une démarche artistique qui est si proche de nous qu'on a juste à se raconter pour la dévoiler, tu vois. Et que du coup, il y a une forme de facilité dans la création artistique parce que j'entends ce que tu dis et je pose souvent cette question aux auteurs. Même créer en général, parfois ça peut être dur, tu vois. Mais, mais tout est fait de nuances. Ça peut être dur dans l'action. Mais dans l'idée, ça peut être plus facile parce que tu te sers juste tu te racontes seulement, tu vois. Ok, bonne question. Tu me prends un peu au dépourvu.
Encore une fois, bon, je l'ai déjà dit, et c'est ce que tu me disais, la nuance à apporter, c'est dur dans le processus. Mm. Soliloque, ça a été très dur dans le processus. Parce que ça a remué des choses que j'avais putain de pas envie de remuer. Et ma mère écrit des bouquins en plus. Le jour où j'ai envoyé le manuscrit de Soliloque à ma mère, qui est, c'était, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des choses que j'avais pas envie qu'elle sache et je lui ai dit, tu vois ce que je veux dire? Donc, et même quand j'ai fait lire Soliloque avant que ça se mette vraiment dans un truc de un processus d'édition concret, quand j'ai fait lire Soliloque, ça m'a fait mal sa mère, vraiment. Euh, mais est-ce que c'est pas plus simple parce que je me raconte moi? J'ai envie de dire si, pour Soliloque, parce que c'est un premier ouvrage et que c'est la première fois que je publie un truc que j'écris, c'est plus simple parce que ça parle de moi. Après, j'ai énormément de recherches derrière mon projet artistique et ce qui va sortir par la suite, que ce soit à l'écrit, en peinture, en performance, en photo, que sais-je, va pas forcément parler que de moi. Et en fait, oui, c'est plus simple de parler de soi. Après, est-ce qu'on a la légitimité de parler de choses qu'on connaît pas? Je sais pas. Donc, le processus de recherche, il est pas simple non plus quand tu as envie de parler de choses que tu connais pas. Donc, oui et non. Euh, L'écriture, c'est simple sans lettres. D'accord. Pour revenir sur ta démarche et mettre ça en corrélation avec la création pure, toi, tu as trois médiums prépondérants. Mm. Tu as l'écriture, la performance et la peinture. Tu as choisi une démarche qui peut être longue. Parce que, comme tu as dit, travailler les corps, ça peut être long. Et puis semer les graines aussi, ça peut être très long. Euh, Quand on utilise vraiment les trois médiums qu'on a, qui nous laissent beaucoup de place, mais qu'on les utilise dans une même voie, et pour, entre guillemets, parler de la même chose, est-ce qu'on n'a pas peur de vite tourner très vite en rond, artistiquement parlant, et créativement parlant même, je dirais, tu vois? Parce que je vais compléter ma question, tu vois, en caricaturant un peu, mais quand tu peins des corps, que en performance tu le montres et que tu le racontes en écrit, euh, quand as fini une œuvre, une peinture, une performance, un écrit, et que dois rebelote, mais pour traiter de la même démarche, comment tu te renouvelles? Comment on peut se renouveler, du moins, tu vois? Euh, Alors déjà, je me permets d'apporter une nuance. J'ai pas choisi ma démarche artistique, j'ai quand même le sentiment qu'elle s'est un peu imposée à moi. Ok. Euh, que ce soit vis-à-vis de mon expérience ou euh, vis-à-vis de du milieu dans lequel j'ai grandi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas l'impression que j'ai eu vraiment le choix de parler de ça parce que, en fait, c'est la thématique qui me touche le plus et qui me bouleverse le plus, tu vois? Donc, c'est de ça que je vais parler. J'ai pas le choix. Et même avant que je trouve ma démarche artistique, tout ce que je faisais dans la création, il y avait ce lien. C'est juste que j'avais pas trouvé le lien, Hmm. tu vois? Donc, j'ai pas vraiment choisi ma démarche artistique. Et comment je me renouvelle, même si des fois, effectivement, j'ai des pages blanches, euh, c'est quand même extrêmement rare parce que ce sera peut-être pas éternel, j'ai encore énormément de choses en moi à sortir et plus je me renseigne, plus je lis, plus je me confronte à des artistes, plus je vis en fait, plus j'ai de l'inspiration et plus j'ai des choses à dire, plus je comprends des choses. Je te donne un exemple. Il y a 2 ans, tu me poses une question sur la lutte féministe. J'ai pas du tout le même discours que maintenant. Alors même si le discours d'il y a 2 ans, je le revois et je suis pas d'accord avec moi. Hmm. Je suis d'accord, mais le discours que j'ai aujourd'hui, il est beaucoup plus précis, il invoque beaucoup plus de choses d'un point de vue général. C'est comme ça que je me renouvelle, en me confrontant à ce qui va m'inspirer et je pense que les gens qui ont les créatifs de manière générale et les gens qui ont une pratique artistique sont, j'ai l'impression, des gens qui perçoivent le monde avec une sensibilité qui est peut-être un peu plus accrue parce que bon bah d'un point de vue social, il est quand même admis que c'est cool si t'es pas trop sensible, tu vois ce que je veux dire? Hmm, Genre c'est un peu la teon si tu pleures pour de la merde, tu vois ce que je veux dire? Pour parler de manière très prosaïque. hmm. Ouais, ouais. Euh, et j'ai l'impression quand même que quand tu as une démarche artistique et quand tu produis dans le champ de l'art, tu te brimes pas. Tu t'empêches pas de vivre des choses et de ressentir des vibrations
que des fois tu peux pas expliquer, et que du coup, le fait est que tu perçois le monde autrement, et donc tout peut t'inspirer. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Comme tu disais, tout est art. Ouais. Mais quand tu me parlais de la page blanche, quand on a à son arc 3 cordes artistiques, est-ce que déjà on a la page blanche pour les 3 en même temps? Ou est-ce que c'est pour un et on essaye du coup d'aller vers l'autre, déjà? Alors déjà, je considère pas que j'ai 3 cordes artistiques à mon arc. Je fais pas que de la peinture, que de l'écriture ou que de la performance, mais effectivement, c'est les médiums que j'utilise en ce moment. Il Mais s'avère quand on que a plus, c'est encore mieux du coup. Ouais, il s'avère que je peux aussi faire de la photo, et en fait, je me laisse libre de me dire si demain, je fais pas de sculpture, par exemple. Parce que je pense que t'es pas sans savoir que c'est hyper compliqué, Hmm. que c'est cher à faire, que ça demande des moyens de production et une technique folle. Euh, mais je m'empêche pas de me dire si demain, j'ai un projet où j'ai envie de parler d'un truc et que je me dis, ok, le médium le plus adéquat pour parler de ça, ça va être la sculpture, et bah demain j'apprends la sculpture, tu vois ce que Hmm. je veux dire? Hmm. Donc j'ai pas que 3 médiums, mais effectivement c'est ceux vers lesquels je tends. Euh, Quand j'ai la page blanche, oui, généralement c'est sur les 3 médiums, parce que généralement j'ai l'idée de ce dont j'ai envie de parler, le ressenti que j'ai envie de faire passer avant la forme. Et la question, c'est de se dire après comment je vais le mettre en œuvre. Et la page blanche, elle intervient là. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand je sais pas comment le mettre en œuvre. Des fois, t'es en mode, ok, t'as envie de parler d'un truc, mais les mots, c'est pas bien. Hmm. Le pictural, le visuel, ça va pas être bien. Parce que ça va pas transmettre la pureté du message. Tu peux pas faire de la sculpture, tu peux pas faire de la performance. C'est là qu'intervient la page blanche. Donc oui, quand j'ai une page blanche, c'est sur tous les médiums. Tu l'apprends bien ça ou pas? Ou ça a été dur de l'appréhender, d'être à l'aise avec ce truc-là? Et de comprendre du coup, est-ce que ça a été dur de comprendre que il fallait que tu te nourrisses peut-être à ces moments-là plus pour que ça revienne? Euh, Au début, ouais. Au début, j'étais un petit peu en mode quand je. Notamment, en fait, ça m'arrive souvent quand j'ai des commandes ou que je suis obligée de faire un truc. Et là, je le vis hyper mal, tu vois. Parce que je suis une meuf, j'ai 15 idées à la seconde. Alors, sur les 15, il y en a au moins 14 qui sont nulles, tu vois ce que je veux dire? Mais je foisonne, tu vois, tout le temps. Et quand j'en ai pas, je sais pas, j'ai l'impression de pas être moi-même, tu vois. Et donc, oui, au début, je le vivais mal. Et maintenant, j'évite de m'imposer des choses. Et quand je suis face à un truc et j'ai pas d'idée, je le mets en stand-by. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, écoute, passe à autre chose, accorde-toi une pause, et dans tous les cas, tu peux être sûr que dans les 2 jours, je vais avoir une idée. Peut-être ça n'aura rien à voir, mais je vais produire autre chose, et je vais revenir sur le truc 1000 ans après, et je vais me dire, ok, là c'est bon. Enfin, maintenant, je me mets plus la pression, et je me dis que même des fois, si j'ai des impératifs, j'ai des choses à rendre, ou des projets à fournir, tu vois ce que je veux dire? Ben si à ce moment-là, j'ai pas d'inspi, c'est que le destin a voulu que j'ai pas d'inspi à ce moment-là, et puis tant pis, que c'était pas un projet qui m'allait, et que... Mais du coup, tu rends pas les projets quand c'est comme ça? Parce que je Euh, sais que quand on a des travails de commande, enfin, on a des obligations de rendu, tu vois. alors, pour être très honnête, je n'accepte jamais une commande sans avoir d'idée derrière. Par exemple, il y a une fille récemment, qui m'a contactée pour me demander une commande. Elle voudrait un truc qui représenterait sa relation amoureuse. Si tu nous regardes, big up. Et elle m'explique un peu sa relation avec son mec. Et j'ai pas dit oui à la commande tant que moi je m'étais pas posée en me disant ok, comment je vais pouvoir le rendre visuel ce truc. Et une fois que je pouvais le rendre visuel, là je lui propose. Et là je lui dis ok, j'accepte ta commande, on fait ça. Mais sinon, j'accepte pas de commande si j'ai pas d'inspi. Si, après, des fois, il y a des gens qui ont des trucs très précis et qui demandent des trucs très précis, et auquel cas, euh, t'as même pas à te prendre la tête sur ce que t'as à fournir. Mais ça, honnêtement, ça m'intéresse pas, et il y a une chance sur deux pour que j'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais. on me dit, ok, tu fais ça, genre, dessine mon chien, non. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, On n'a rien contre les chiens, non, mais mais juste... ouais, j'ai rien contre les chiens, hein, mais. Enfin, je veux dire, Non, mais ça. ouais, je comprends. Je voulais revenir sur un truc que tu m'as dit au tout début. Euh, Tu m'as dit que c'est tard quand c'est reçu par le public. Euh, Ça pose la question de, du coup, quand tu es en création, est-ce que c'est de la création artistique ou c'est autre chose, premièrement? Et deuxièmement, ça,
vraiment, ce qui valide ce qui est art, c'est la réception du public. Et du coup, quelque chose qui est mal reçu, pour toi, c'est pas une œuvre d'art? Alors, il y avait plusieurs questions de ce que tu as dit. Je pense pas que l'art. Enfin, tu sais, c'est Marcel Duchamp qui dit, je crois, l'art est dans le regard du spectateur. Et en cela, oui. Si une fleur, c'est pas de l'art. Par contre, si moi je pose un regard sur la fleur et je considère que ça c'est tellement beau que c'est de l'art, là ça devient de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, est-ce que les œuvres d'art ont besoin d'être confrontées à un public pour l'être? Ça dépend si tu considères que l'artiste est son propre public. Ça dépend d'énormément de choses. Mais selon toi? Je pense que les productions que j'ai faites, que j'ai pas confrontées au public encore, c'est des productions qui ne sont pas abouties pour moi. Parce que la confrontation au public, ça fait partie de l'œuvre d'art. Et c'est pas parce qu'elle est mal reçue que c'est pas une œuvre d'art. Il y a des œuvres d'art qui ont été mais hyper mal reçues, et pour autant, le fait que ce soit mal reçu par un public crée une dimension artistique encore plus. Par exemple, tu vois, je te donne l'exemple de Warhol. Et encore une fois, je fais du name dropping, je suis insupportable. Euh, Mais Warhol, au début, quand il pisse sur un Jackson Pollock, parce que concrètement, il met de l'urine sur un Jackson Pollock quand il se fait connaître Warhol, c'est hyper mal reçu par le public. Pourtant, c'est de l'art. Et au jour d'aujourd'hui, cette expression est horrible, aujourd'hui, tu vois une œuvre, enfin cette œuvre-là d'Andy Warhol qui pisse sur un Jackson Pollock, tu te dis c'est encore plus de l'art parce qu'à ce moment-là de l'histoire, ça a été hyper mal reçu par le public et que tout le monde l'a critiqué. Et il en va de même pour Picasso au début, pour tous les artistes qui ont changé les choses. Ça a été souvent hyper mal reçu au début et c'est parce que ça a été mal reçu que ça a révolutionné le monde de l'art et que ça a créé une dimension artistique nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? T'as dit un truc, j'ai noté que t'as dit la réception du spectateur, elle fait partie de l'œuvre d'art. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas une déformation mentale du fait que t'es performeuse et que du coup, la performance, ça vit par le regard de l'autre au moment T? Ouais. Ouais, ouais, il y a peut-être de ça, effectivement. Ça me fait penser. Il y a de ça et à la fois non, parce que je pense que dans tous les cas, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui s'expérimente, que ce soit de l'ordre de la performance, comme on disait, ou même que ce soit une peinture, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'expérimente. Et l'œuvre d'art, en fait, c'est juste le prisme entre le ressenti de l'artiste et le ressenti du spectateur. Donc oui, peut-être qu'il y a de la déformation, parce que moi, je suis très très sensible à la performance et c'est un des médiums que j'aime beaucoup. Euh, mais je pense que c'est le cas même pour les trucs visuels fixes. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, ça dépend quoi. Là c'est que mon avis propre, Mm. tu vois. Parce que je réfléchis en même temps qu'on discute, tu vois, et je me dis que par exemple, moi qui joue au théâtre, j'ai l'impression que ça rentre dans ce que tu dis. Que le théâtre, le fait que de renouveler cette performance-là tous les soirs devant un public, et en fait de jouer en réaction, tu sais ce que c'est, t'as fait du théâtre, de jouer avec l'énergie, les réactions du Mm. public à l'instant T, du coup ça fait partie de l'œuvre. Et que du coup mon énergie n'est pas la même quand je rentre sur scène, selon l'énergie que je sens dans le public, et du coup mon jeu n'est pas la même, du coup que la pièce n'est pas exactement la même. A contrario, quand je fais du cinéma, je fais pas de cinéma, mais si je fais du cinéma et que je joue, que c'est filmé sur une pellicule, sur une carte Mm. SD aujourd'hui, tu vois. Pellicule PDDA. Avec les mecs au fond de la salle de ciné qui tournent le truc. Exactement. Si c'est sur un disque dur externe, bref, tu vois. Euh, et que c'est diffusé dans une salle, Mm. je suis plus là, le plateau n'est plus là. Euh, j'ai moi, à l'origine, quand je joue, il n'y a pas l'énergie des spectateurs et tout, tu vois. Je sais pas si vraiment le spectateur fait partie de l'œuvre du coup. Tu vois, l'œuvre est là, elle est présente au spectateur, elle lui fait face, mais elle fait pas, il n'en fait pas partie. Contrairement au théâtre, là je te rejoins. Non, c'est pas qu'il en fait pas partie, c'est qu'il est pas impliqué dans le processus de création. Ok, Il mais s'il n'est est... pas impliqué dans le processus de création, l'œuvre est terminée. Alors que, comment tu me l'as dit, c'est comme si l'œuvre n'est pas terminée tant qu'il Je n'est suis pas pas vu. d'accord. L'œuvre, elle n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas vue, que ce soit du ciné, par exemple, ou, du théâtre, parce que, oui, effectivement, toi, t'as mis une énergie quand t'as filmé une scène, ok, t'as mis une énergie dedans, et t'as présenté ça à un public de manière finie, et il n'y aura pas de retouche, et ok. Donc toi, t'as l'impression que là, ton œuvre, elle est finie.
Moi, mon point de vue, et encore une fois, c'est un avis qui est très Ouais, bien sûr. personnel, hein, mais mon point de vue, c'est que la réception du public fait partie de l'œuvre d'art en elle-même, et la réception du public va jamais être la même en fonction du jour, du temps qu'il fait dehors. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, oui, tu lui présentes quelque chose de fini, mais cette chose finie va devenir œuvre d'art parce qu'elle va être confrontée à la réception de quelque chose, à la réception d'un public qui va être ému plus ou moins grandement parce que tu lui proposes. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Mhm. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que l'œuvre se renouvelle un peu tout le temps à l'orée du regard qui lui est posé? Complètement, je pense, ouais. Je pense. Il y a plus. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des œuvres qui se renouvellent plus que d'autres du fait du médium qu'on utilise? Est-ce que une performance, le regard sur une performance a beaucoup plus d'impact dans cette œuvre-là que sur un film, par exemple? Alors effectivement, si on parle là-dessus, toi qui joues au théâtre, si tu fais pas deux fois la même représentation parce que t'as pas deux fois la même énergie et que t'es pas dans le même mood les deux fois où tu le fais, effectivement, là, l'œuvre, elle a changé concrètement. Mhm. Après, il y a toujours un recul historique sur les œuvres. Et Mhm. donc l'œuvre, elle se renouvelle plus ou moins grandement, mais elle se renouvelle toujours. Parce Mhm. qu'une performance qui est filmée, bon, la performance, elle est filmée, elle est actée. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Toi, tu la vois 50 ans plus tard, tu vas pas la voir pareil que si tu avais été présent ou si tu l'avais vu une semaine après sa réalisation, parce que tu as le recul historique, parce que tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'histoire, Mhm. et que tu connais notre société actuelle et tu arrives à voir les différences entre la société de l'époque et la société actuelle. Ça, c'est une chose. Après, il y a des œuvres qui se renouvellent plus que d'autres, parce que, par exemple, euh, la symbolique des couleurs, elle change complètement en fonction des générations. Euh, et un Rothko, donc une peinture jaune et rouge. Au moment où Rothko il fait sa peinture jaune et rouge, c'est perçu par le public, ok, c'est jaune et rouge, et à ce moment-là, dans l'imaginaire collectif, ça veut dire telle et telle chose. Aujourd'hui, via la pub, les évolutions politiques, les évolutions des mentalités, etc., il y a une petite nuance entre comment on perçoit la symbolique du jaune et du rouge à comment on la percevait à l'époque. Mhm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois très bien. Notamment, tu vois, là je parlais du jaune et du rouge, mais c'est très présent sur le bleu. Et moi, le bleu, c'est une couleur que j'utilise beaucoup, donc je m'y intéresse beaucoup. Euh, le bleu, au Moyen-Âge et tout, c'est une couleur qui est pas du tout populaire, qui veut pas du tout dire les mêmes choses. Et le bleu, à l'heure actuelle, c'est la couleur la plus populaire du monde. Ouais. Genre, je crois que la stat, c'est 70% des gens en Occident, leur couleur préférée, c'est le bleu. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un truc incroyable. Ouais. Alors que au Moyen-Âge, on n'avait même pas de pigment bleu, ne serait-ce que parce que ça nous servait à rien d'avoir un pigment bleu parce que personne ne voulait des choses bleues, des Mhm. fringues bleues, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, le bleu, au moment où Klein il fait du bleu, où Yves Klein il crée son bleu Klein, il a plus exactement la même signification que le bleu au jour d'aujourd'hui parce qu'on a été influencé par tel et tel truc, tu vois. Je vois. La question que je me pose, c'est quand on a ce recul-là sur la temporalité du fait que ça fasse œuvre Mm. ou non, ou comment ça peut faire œuvre, Mm. ça influence comment on crée ou pas? Tu vois, quand on est aussi au courant du fait que le regard posé sur l'œuvre qu'on crée tout de suite, ça peut changer, que même si on fait une performance éphémère, mais qu'elle peut être filmée, et que quand on va la voir dans 50 ans, ça voudra dire autre chose, qu'on utilise tel pigment, telle technique ou quoi, ça peut changer. Est-ce que ça influence un peu ce qu'on fait? Alors, c'est impossible de dire non, ça n'influence pas. Je pense que ce serait mentir que dire que ça n'influence pas, parce qu'il y a toujours une petite voix dans ta tête qui dit oula, tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, tu n'es pas responsable. L'artiste, je pense pas qu'il soit responsable de comment l'œuvre est perçue. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je crois que c'est Damso qui dit ça dans un son en mode moi je sais ce que je dis ou un truc comme ça, et si vous l'interprétez mal, c'est votre problème. Hmm. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Parce que la démarche en tant qu'artiste et la démarche de création artistique, elle est de trouver toujours la pureté du message et de dire ce que tu ressens par rapport à une chose ou une autre et de la manière la plus pure possible. Ok? Maintenant, si c'est pas interprété de la bonne manière, en fait, il n'y a pas de bonne manière d'interpréter une œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si c'est interprété d'une autre manière par le récepteur,
Et bah, c'est pas grave. Je vais encore citer un exemple parce que franchement, je fais que citer des exemples. Je sais pas si T'as le c'est droit, bien t'as ou le pas. droit. Anish Kapoor, tu vois qui c'est? Ouais, je vois, mais explique pour les gens qui voient pas qui Bon, c'est. Anish Kapoor, c'est genre deux Lady Gaga de l'art contemporain actuel. C'est genre. Euh, je sais pas si c'est pas l'artiste le plus coté du monde. Sûrement. Genre. Bref, c'est le mec vivant. Je sais pas si. Peut-être Kun. Peut-être Kun. Kunz, ouais, Peut-être peut-être, Kun, ouais, c'est avant lui. effectivement. Mais bon, c'est le mec vivant qui est une rock star de l'art contemporain. Il fait une œuvre il y a quelques années euh, qui, je sais plus, enfin, ça ressemble à un genre des. Tu vois le truc d'une trompette qui fait un peu comme ça là? Hmm. Il fait ça et il pose ça dans le parc du Jardin de Versailles. Et cette œuvre-là est surnommée le vagin de la reine. Alors ouais, effectivement, c'est un peu blasphématoire. Mais lui, c'est pas lui qui l'a appelé le vagin de la reine, tu vois ce que je veux dire? Lui, il est responsable de ce qu'il a mis. Et son œuvre, à ce moment-là, elle voulait pas dire ça. Mais oui, il y a quelqu'un qui l'a surnommé le vagin de la reine dans la presse, et c'est parti en steak. Et il y a des mecs qui sont venus défoncer l'œuvre, qui sont allés la taguer, surtout des extrémistes chrétiens. Euh, et en fait, on a posé la question à Anish Kapoor, ok, est-ce que vous voulez qu'on la restaure l'œuvre ou est-ce que vous voulez qu'on la ramène dans votre atelier, etc. Et le mec a dit non. Le fait qu'il y ait des tags dessus et qu'elle ait pris des impacts parce qu'il y a des mecs qui l'ont fracasse, etc., ça fait partie de l'œuvre. Et par contre, le fait que ça a été perçu comme quelque chose de blasphématoire ne veut pas dire qu'Anish Kapoor, c'est quelqu'un qui a blasphémé. Hmm. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Toi, t'aurais fait comme lui ou pas? Si toi, une de tes œuvres qui est installée, on la détériore, est-ce que t'aurais dit non, ça fait partie de l'œuvre? Ouais, ça fait partie de l'œuvre. Peu m'importe. Ok, là on parle d'une œuvre qui est une installation ou une Mm. sculpture, dira-t-on, pour faire plus restreint. Mm. Ça veut dire que si je fais ça sur n'importe lesquelles de tes œuvres, je prends une peinture qui est dans un musée et je la déchire ou je vais peindre Mm. dessus, t'aurais réagi pareil? J'aurais réagi pareil. Et franchement, on pourrait croire que je vais puer le seum si tu fais un truc comme ça. Et franchement, pas du tout. Limite, ça va me faire plaisir parce que t'as donné vie à la chose. Et si je vais aller un peu plus loin dans cette question, et si je prends ton ouvrage que tu vas sortir bientôt Ouais. et que je le scanne, Mhm. je réécris des passages et je le ressors, je le renomme. Bah là, mentionne-moi. Je te mentionne en disant que ça m'était. Je te mentionne en Mhm. disant que ça m'était inspiré par toi. Mais qu'en vrai, 95% du livre, c'est toi. Bon, ça dépend. Si je tombe demain sur un livre en librairie qui est le même que le mien et il y a trois mots qui ont changé, bon, le fait est que je peux l'attaquer en justice, le mec qui a sorti ça. Ouais. Euh, est-ce que maintenant, est-ce que si tu t'inspires de ce que je fais pour faire autre chose, euh, même si ça ressemble fortement à ce que j'ai déjà fait, non, ça va peut-être pas me déranger et limite ça va me faire plaisir que ce que j'ai pu faire, t'es assez touché pour que ça t'inspire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, enfin, non. Ça fait partie de la vie du truc. On fait pas de l'art pour soi. Une fois qu'on a donné la production artistique au spectateur, on l'a donné. Tu vois ce que je veux dire? Alors, là, c'est intéressant que tu parles de ça. Parce qu'il y a de la difficulté. On revient un peu à ce que tu disais par rapport à ton ouvrage, tu vois. Et même ta démarche. Le fait que t'as dit un truc qui est très vrai, c'est que souvent les démarches qu'on a, elles nous apparaissent. Ça, c'est un Mm. peu bizarre pour les gens qui font pas de l'art, mais je te suis totalement là-dessus, tu vois. Quand tu rentres dans une démarche artistique ou quand tu as envie de traiter un sujet, souvent ça t'apparaît. Mm. Et ça vient à toi plus que tu viens à lui. Euh, du coup, forcément, tu fais ça pour toi. Et en même temps, tu fais ça pour toi avec une forme qui est vouée à être donnée aux autres et tu fais ça pour les autres. Ça peut être difficile à gérer, cet entre-deux, en tout cas cet équilibre à trouver entre je fais ça pour moi et je fais ça pour les autres, tu vois. Euh, Ouais, ça peut être difficile. Pour le moment, moi, il est plutôt instinctif. Il y a des choses que... Bah, là-bas, Soliloque, tu vois, je le faisais pour moi. C'est sorti et maintenant, je considère que Soliloque, c'est vraiment quelque chose d'abouti. D'ailleurs, je dis c'est sorti, ce n'est pas encore sorti. Mhm. Mais c'est quelque chose d'abouti parce qu'il y a l'objet livre et parce que les gens peuvent le lire. Donc oui, en fait, l'équilibre, il se trouve là. Euh, pour l'instant, j'ai pas été confrontée à une situation où je me suis dit vraiment
oh my god, j'arrive plus à savoir si je fais ça pour les autres ou pour les gens. Et par contre, quand tu fais trop les choses pour les autres, genre si tu fais trop ta production artistique pour le public et en fonction du public, là tu te pervertis. Tu vois ce que je veux dire? Là tu deviens Tu fais que des commandes, genre j'ai envie de te dire. un genre de caricature de toi-même. Et en ce sens, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça devient quelque chose de purement mercantile, pour ne citer personne, certains designers qui se prétendent qui prétendent artistes alors qu'ils font de la déco. Non, mais tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tu finis par faire ça soit pour la notoriété, soit pour l'argent, et t'es plus artiste. Et tu t'es trompé, enfin, t'as perdu ta route en tant qu'humain. Comment tu parles du fait que tu libères une œuvre quand elle est aboutie? Comment tu détermines qu'elle aboutit ton œuvre? Quelle qu'elle soit, hein. Elle l'est jamais. Alors comment tu la sors? Tu la sors au bout d'un moment où tu te dis, bon, bah là, franchement, ça va être hyper con, mais moi, quand je me dis, bon, bah là, je peux pas faire mieux. Genre, tu vois, genre, je vais me prendre la tête 15 000 ans sur un truc, et je vais me dire, ok, comment je vais pouvoir, par exemple, pour de la peinture, comment je vais pouvoir transmettre ce truc-là, et ça va peut-être aboutir sur une série de dessins, je sais pas, 5 ou 6 dessins, et si je considère que au bout d'un moment, j'ai fait mes 5 ou 6 dessins, et ah non, j'ai pas... Il manque un truc, j'ai pas bien dit, je vais refaire mes 5 ou 6 dessins, puis au bout d'un moment, je vais me retrouver face à mes 5 ou 6 dessins finaux, et je vais me dire, ok, là, j'ai donné tout ce que j'avais pu donner pour enfin, pas d'un point de vue technique, hein, pas du tout d'un point de vue technique, j'ai donné tout ce que j'avais pu donner pour pouvoir faire comprendre à l'autre le regard que je pose sur ce dont j'ai envie de parler. Voilà. Moi, au moment où je me dis, bon, bah là... J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Non, mais là, je sens que j'ai trouvé le point névralgique, la pureté du message. Allez, bam, bam, ça part. Et il y a des trucs que j'ai fait il y a quelques années où je me suis dit, là, j'ai trouvé la pureté du message. Et aujourd'hui, je me dis, mais frérot, t'es complètement à l'ouest. Mais en soi, c'est tout le temps comme ça. De toute Ouais. façon, même les premières œuvres que tu fais, quand tu crois les avoir terminées, c'est que tu crois que tu as trouvé le truc et que ça y est, fin, tu vois. Et il y a une question que je me pose, c'est sur les performances. Parce que pour moi, une performance, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, une performance, c'est action, action artistique et œuvre en même temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, pour essayer de simplifier pour les gens, tu fais l'œuvre en même temps qu'elle est œuvre elle-même, vu que c'est une performance. À ce moment-là, comment tu sais que ça aboutit? Ou comment tu arrives comment tu décides? Tu le décides en amont, du coup, que l'aboutissement de l'œuvre, ou ça se décide pendant l'action de l'œuvre? Enfin, tu vois ma question ou pas? Je comprends. Je comprends ta question, mais je me la suis même pas posée, pour être très honnête. La démarche performative, moi, souvent, elle est militante, donc elle est un peu dans l'action. Elle est un peu dans... Bon, vas-y, on y va, et nique sa mère. Tu vois ce que je veux dire? On y va, et puis on verra ce que ça donne. Et puis, oui, enfin, il y a des... Effectivement, je vais peut-être un jour être confrontée à un truc où je vais me dire sur le moment, putain, c'était pas abouti, mais au moins j'aurais été dans l'action et j'aurais tenté un truc, et si j'ai semé des graines dans même juste 2-3 têtes, hein, c'est ok. Du coup après, c'est particulier pour toi parce que c'est de la performance qui est teintée de politique quand même. Parce que j'allais te demander, est-ce que tu penses que du coup, dans l'œuvre performative, l'important avant tout et au-dessus de tout, c'est l'action de faire l'œuvre? Ouais. Et le reste ne compte presque pas. C'est l'action et la réception du public de cette œuvre. Et en fait, tu peux pas dire qu'une œuvre... En fait, une performance, tu peux la préparer autant que tu veux, elle sera jamais aboutie tant qu'il n'y a pas eu la réception du public. C'est pour ça que j'ai ma question. Tu vois, Marina Abramovic, pour ne parler que d'elle, et à la fois, c'est mon âme sœur. Si tu nous regardes, PTDR. Elle parle anglais carrément. Marina Abramovic, il y a plein de performances où elle fait presque rien. Où elle a presque rien préparé. Tu vois ce que je veux dire? Et juste, le fait est qu'elle dit au public, vous faites ce que vous voulez de moi. Ouais. C'est ça qui fait la performance, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, avant d'y aller, elle s'est, je pense, je suis pas dans sa tête, hein, mais je pense pas qu'elle se soit dit, ambiance, là, j'ai trouvé la pureté de ce que j'avais envie de dire, mais c'est après que l'œuvre
elle a été réalisée, que la performance a été réalisée, que là, elle trouve du sens, tu vois. Dans le truc qu'il a fait connaître avec les objets... bon, je sais pas si tu es au jus de cette performance, mais bon, dans les années 80, elle se met dans une pièce dans un musée, elle est complètement statique, devant elle, il y a 2 tables, et une table avec des objets de plaisir, plus ou moins, des plumes, des trucs pour faire des massages, du parfum, des trucs comme ça, et sur l'autre table, des trucs un peu, bon, des fouets, des couteaux, des lames de rasoir, un pistolet chargé, on est aux States, évidemment, euh, et en gros, il y a un genre de contrat signé avec des juristes qui dit que chaque personne qui rentre dans cette salle peut faire ce qu'il veut sur Marina Abramovic et qu'il n'y aura aucune poursuite judiciaire qui sera engagée. Donc elle se pose, et au moment où elle se pose dans la pièce, elle ne sait pas ce qui va se passer. Le fait est que au début, elle reçoit des câlins, des bisous, on la caresse un petit peu, bon voilà. Il y a des mecs qui commencent à découper ses fringues, puis tu vois, ça part un petit peu en couille, on commence à la tabasser, à l'insulter. Il y a un mec qui la braque avec son pistolet, chargé, en mode, il appuie sur la détente, sur sa tempe pendant genre 1 heure, un truc de malade. La meuf, elle pleure, on lui a lacéré le cou, et la performance doit s'arrêter parce qu'il me semble qu'on lui a taillé les veines au bout d'un moment. Donc le mec qui s'occupait de l'expo a dit, ok, on arrête tout, on l'envoie à l'hôpital. Mais après, après coup, après l'action de la performance, on se dit, ok, donc là, on est en train d'interroger ce que l'humain fait avec un autre humain une fois qu'on le dédouane de toute responsabilité. Parce que du coup, il n'a pas la responsabilité juridique et il n'a pas non plus la responsabilité sociale, parce que comme c'est le fait dans le cadre de l'art, eh ben c'est ok, tu vois. Et qui se dit, il se sent un peu libre de faire ce qu'il veut. En plus, Marina Abramovic, elle dira après coup de cette performance que au-delà du fait que ça l'a méga traumatisée, qu'elle pense que s'il y a personne qui l'a violée ce jour-là, c'est parce que les femmes des mecs qui lui faisaient ça étaient présentes dans la salle. Mais bref. Donc là, Marina Abramovic, tout ça pour revenir au truc, hein, quand elle se pose dans la salle, elle sait pas ce qui va se passer et elle ne connaît même pas l'issue de la performance. C'est après coup, quand elle voit ce qui s'est passé, qu'elle peut dire, ok, bon bah, on va invoquer tel ou tel truc et ça pose telle et telle question. Du coup, est-ce que la création artistique, elle va pas après à l'orée de ce qui s'est passé sur la performance? Et que la vraie création, c'est l'après-coup de performance plutôt que la performance elle-même? Non. Tu vois, genre les questionnements et tout. Parce que le questionnement, en fait, les gens qui ont vécu cette expérience-là, en fait, quand tu vois une vidéo de cette performance-là, quand tu vois juste, ne serait-ce qu'une photo de Marina Abramovic à la fin de la performance, tu sens, tu vois ce qu'il a voulu dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sais. Effectivement, après, on va t'expliquer et on va pousser la recherche là-dessus. Mais non, l'expérience en tant que spectateur ou même en tant qu'artiste de cette performance-là, c'est ça qui est de l'art. Pour moi. Hein. Hmm. Pour toi, est-ce que forcément une performance, ça passe par la participation? Parce que tu me parles beaucoup de le fait que le spectateur ou le voyant de l'œuvre soit fait partie de l'œuvre, tu vois. Mm. Est-ce que pour toi, forcément, du coup, une performance, elle part par la participation, même indirecte, du spectateur qui la reçoit? Alors, il y a des performances où le spectateur est invité à participer à la performance. Et en ce sens, c'est intéressant parce que du coup, ça vient contrebalancer le rapport sujet-objet. Tu vois ce que je veux dire? Le spectateur devient artiste, vu qu'il participe à la création artistique. Ça, c'est hyper intéressant. Après, une performance, elle n'invite pas forcément le spectateur à entrer en relation avec ce qu'on lui donne à voir, mais la présence physique de spectateur, c'est déjà un élément qui crée du sens. Donc en fait, le spectateur, même si il n'a pas d'action physique sur le performeur, il a toujours une incidence et il fait toujours partie. En fait, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de public. Même quand je parle vraiment de performance, hein. Mm. Est-ce que ça marche même quand il y a un truc qui vous sépare? Tu vois? Est-ce que si tu fais une performance toi et que le public, par exemple, tu fais une performance dans la rue et que le public est là, tu vois? Que comme tu as dit, tu les invites pas à interagir avec toi, mais qu'il est autour de toi.
Est-ce que c'est pareil, ça a la même incidence que si tu te mettais dans la rue, mais avec une cage en verre autour de toi ou des fils barbelés pour que tu sois vraiment séparé du public? Ça ne voudrait pas dire la même chose. Par contre, oui, la présence du public, elle a le même impact. Mais ça ne veut pas dire la même chose parce que, en fait, là, du coup, dans le premier cas de figure, le public, tu l'invites pas à interagir avec toi, mais s'il voulait, il pourrait. Mm. Là, tu l'empêches Mm. d'interagir avec toi. Donc, la signification de ta performance, elle change du tout au tout. Néanmoins, le regard du spectateur et le fait que le regard, il soit en direct live, tu vois ce que je veux dire? Mm. Il est toujours important, c'est toujours une modalité de production de sens, à mon sens. Je vois. Ben, merci, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est un objet créatif pour toi, ton objet favori créatif. Mon objet favori créatif, c'est genre un médium avec lequel je travaille. Pas forcément un objet pour toi qui est créatif selon toi. On m'a dit plein de trucs. C'est vrai que je laisse la question hyper ouverte parce qu'on m'a dit plein de trucs On t'a différents. dit quoi Bah, je vais pas te dire. Non, mais je s'il te te dirai plaît, là, après. je suis du fer. Je te dirai après. Un objet créatif. Bah, le corps en vrai. Mais ça, le corps. Et en fait, j'ai hésité à dire soit le corps comme objet créatif dans le sens où le corps peut créer quelque chose, mais il peut aussi recevoir la création. Mais en vrai, j'ai aussi envie de dire l'objet livre, parce que bon, moi je lis beaucoup, et que c'est vraiment à l'essence de plein de réflexions que je me fais, et que je pense que si tu regardes ma bibliothèque, tu comprends ce qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je veux dire en tant qu'artiste. Et donc le livre, il est intéressant parce que il vient nourrir la création artistique, et il peut être aussi l'aboutissement de la création artistique, parce que bon, bah là, j'en suis au stade où je vais sortir un ouvrage, quoi. Je t'accorde les deux, le corps et le livre alors. Et la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Ma première grosse baffe dans la gueule, art contemporain. J'en ai eu plein, hein. Enfin, c'est passé par... j'ai eu Barbara Kruger, j'ai eu Yves Klein, j'ai eu Romano Palca. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous invite à checker parce que vraiment des artistes exceptionnels. Mais ma première grosse baffe dans la gueule, c'est les performances dont je te parlais juste avant, avec les objets de plaisir et les objets violents, enfin les objets de torture de Marina Abramovic. Cette performance-là, c'est vraiment mon œuvre où la première fois où je me suis dit, waouh, ok, j'ai vraiment. Il y a eu un avant et un après. Et sinon, effectivement, comme je te disais au début, il y a toute l'œuvre d'Albert Camus, qui est pour moi un puissant fond d'inspi. Je te suis sur la deuxième. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais. Enfin, t'as quoi à perdre? Et puis de toute façon, quelqu'un qui tente des trucs, ça va pas être bien au début et c'est pas grave. Et puis même, peut-être ça va être bien au début et puis peut-être tu vas pas comprendre tout de suite comment tu vas pouvoir concrétiser ton idée. Mais c'est en créant que tu vas mieux créer. Tu vas t'auto-nourrir en faisant. Juste fais. Ok, fais. Fais. Bah merci, je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit toutes tes œuvres et tout ton travail de performance et de peinture. D'écriture aussi parfois j'ai vu. Likez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous à son compte et merci beaucoup. Bah, bonne journée, merci à toi. Merci, à la prochaine.